Le UFC retourne au Canada pour la deuxième fois cette année. Et écoutez, même si les cartes sont pas forcément les plus passionnantes, il faut avouer que les Canadiens explosent les records de gate à chaque venue du UFC au Canada. Alors, est-ce qu'on est les plus grands fans du monde ou alors est-ce qu'on est les plus grands pigeons? C'est un peu à vous de décider. Mais cette nouvelle carte à Vancouver, écoutez, pour un UFC Fight Night, je la trouve quand même vraiment pas mal. Il suffit de la comparer par rapport à toutes les boosts qu'on est obligé de se taper à l'Apex cette année, je trouve qu'on est quand même plutôt pas mal. Alors, on va se faire une petite preview de la carte, on va passer en revue les différents match-ups avec un focus sur les Canadiens et les Canadiennes. Vous êtes sur une chaîne canadienne. Mais on va aussi parler de quelques combats qui me saucent tout en restant objectif, bien sûr. Hey, I'm not surprised, motherfuckers. Alors on va commencer avec Azmat Bekoev qui va affronter Yousri Belgaroui et ça se passe chez les middleweight. Azmat m'intéresse quand même parce qu'il a un bon petit profil pour les middleweight. Il s'entraîne chez American Top Team, il a été champion chez LFA et il a débuté sa carrière au UFC avec 2 TKO dans le premier round. Son style est vraiment plaisant à regarder, il y a du KO power dans les mains, il a aussi un super body lock, sa lutte est super efficace, il est capable de faire voler les gens. Le striking est pas forcément le plus technique mais ça fait vraiment mal quand ça passe. Je pense qu'à son âge, à 29 ans, il y a de quoi faire dans une catégorie qui n'est pas forcément la plus compétitive. Yousri Belgaroui, c'est un petit peu l'archétype du combattant glory, trentenaire, qui passe par les Contender Series, qui a un combat un petit peu poussif aux Contender Series, mais qui finit par passer évidemment ce fameux KO. Quand même faire super attention à son super long range et à ses 1-2 qui pourraient poser des problèmes aux Russes, même si Azmat paraît quand même plus complet en MMA. Kyle Prepolek versus Drew Dober. Ouais. C'est un peu la réaction que j'ai eue quand j'ai vu le match-up arriver. Alors, Kyle Prepolek, vous connaissez un petit peu l'histoire. C'est quelqu'un de chez Samurai MMA. Il était passé par l'UFC il y a longtemps. Samurai MMA est une organisation locale de MMA dans le Québec. Qui avait proposé des potentiels remplaçants en cas de pépin pour UFC 315 à Montréal. Ce qui est arrivé, Joel Alvarez, l'adversaire de Benoît Saint-Denis, s'étant blessé, on a dû aller chercher un remplaçant chez Samurai MMA en la personne de Kyle Prepolek, voilà. Qui a été un petit peu mis dans la fosse au lion, quand même, il faut l'avouer, face à Benoît Saint-Denis, même si pour le Canadien, ça reste quand même un immense privilège de pouvoir se battre au Centre Bell à Montréal. Et le voilà de retour contre Drew Dober, écoutez. Je vais pas y aller par quatre chemins. Pour moi, ça reste encore un mismatch face à Drew Dober. Je ne suis pas sûr que Kyle Prepolek ait le niveau du UFC. Et encore moins le niveau des classés chez les lightweight. Mais même pour après les classés, on sait très bien que chez les lightweight, il y a une quantité d'assassins pas possible, passer les classements. Et Drew Dober, même si récemment c'est un petit peu un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière, pour moi Drew Dober est largement au-dessus de Kyle Prepolek. Après, ça reste encore une fois l'histoire de deux hommes dans une cage, tout peut arriver. Mais moi, je suis quand même intéressé de voir Kyle Prepolek. J'imagine qu'il a dû signer un contrat de 3 combats, peut-être, quand il a re-signé au UFC. On lui donne Drew Dober, c'est absolument pas un cadeau, même si Drew Dober, comme je vous le dis, il a eu des setbacks. Je sais qu'il a du power dans les mains, il a une bonne lutte. Ça peut être très compliqué pour Kyle Prepolek. Le retour du pirate de la Rive-Sud, Charles Jourdain face à Davy Grant. Ça sera le deuxième combat chez les bantamweight pour Charles. Alors ça sera face au Britannique de 39 ans, qui est un vétéran de The Ultimate Fighter saison 2013. Ouais, le gars quand même roulait sa bosse. Puis je vais être honnête avec vous, il m'était vraiment pas familier. Mais après visionnement, faut avouer que le gaillard est quand même assez dangereux. C'est quand même assez fluide au niveau du striking, il a des bons kicks, des bons déplacements, son footwork est vraiment pas mal et son grappling peut être vraiment créatif dans ses meilleurs jours. Un combat qui, comme à son habitude, va demander une préparation costaud pour Charles Jourdain qui, selon ses propres mots, prend les préparations un peu plus au sérieux depuis qu'il a descendu de catégorie. Alors on sait très bien que même quand il était chez les featherweight pour des combats comme par exemple contre Kron Gracie, il faisait des préparations de zinzin. Il nous le disait toujours que c'était beaucoup d'entraînement. Mais quand l'aspect physique vient par-dessus, ça rajoute
Encore une couche de préparation. Et pour continuer à avoir des combats chez les bantamweight, il va falloir gagner ces classes, aller chercher des adversaires un peu plus bas dans le classement, les battre petit à petit pour pouvoir remonter au classement et potentiellement aller chercher des plus gros noms. Tout un parcours et ça commence face à Davy Grant. Kyle Nelson versus Matt Frevola Steamroller. L'étrange cas de Kyle Nelson, The Monster. Alors je vais vous avouer que je donnais pas forcément cher de la peau du Canadien après des débuts plus que compliqués au UFC. Ses 6 premiers combats vous donneront une fiche de 1-4-1. Mais il faut avouer qu'une série de 3 victoires d'affilée l'a complètement relancé dans la KT. Il faut que je vous avoue aussi que, techniquement parlant, je le trouve un petit peu rudimentaire, Kyle Nelson. Mais l'esprit bagarre est vraiment là. Sortir des combis courtes, mais y donner du volume. Et si la cardio tient, c'est un style vraiment pénible à gérer pour l'adversaire. Mais ce sacré Matt Frevola a vu du paysage dans la KT. Il a affronté des grosses têtes avec plus ou moins de succès, et ses combats finissent de manière spectaculaire, quelle que soit l'issue. Étant sur une mauvaise série, la faute aux Français, l'Américain doit absolument gagner pour se relancer et garantir une certaine pérennité dans sa job. Manon Fiorot versus Jasmine Jasudavicius. Ce match-up est fucking parfait. Jasmine est inarrêtable depuis son faux pas face à Tracy Cortez et a enchaîné depuis 5 victoires d'affilée. Fan favorite, la bonne humeur de la combattante du Niagara Top Team a gagné le cœur des fans partout dans le monde. Mais c'est aussi son style dans la cage qui plaît. Une lutte agressive et un volume éreintant au sol. Mais Jas monte d'un sacré cran pour ce gros défi. On zappe Erin Blanchfield ou Macy Barber et on va chercher directement la contender numéro 2, Manon Fiorot. Et on sait que la niçoise a déjà travaillé la lutte pour son camp face à Valentina Shevchenko à Montréal et ça s'est clairement vu dans la cage. Je pense clairement que la niçoise sera prête pour la lutte de Jasmine. Mais est-ce que Jasmine, elle, sera prête pour le striking de Manon? On sait que la Canadienne tend à prendre des coups dans les premières minutes. Ça lui arrive souvent de rentrer un petit peu avec une garde foireuse et puis d'en manger quelques-unes. Face à une kickboxeuse comme Manon, il va falloir être un petit peu plus délicat dans ses entrées, plus vive et discipliné dans ses sorties, avoir un footwork un peu plus vivace. Vraiment curieux de voir le game plan de chaque côté, surtout que sur 3 rounds, je pense que les deux adversaires vont pouvoir un peu plus se lâcher. Chito Vera versus Ayman Zahabi. Ayman gravit tranquillement les échelons d'une catégorie très compétitive. 6 victoires d'affilée pour finir avec la mise à la retraite de José Aldo. Mais bon, on va être objectif, les fans canadiens voyaient clairement la décision aller du côté du Montréalais, alors que les fans internationaux mettaient plutôt en doute la décision des juges, parlaient de vol, etc. Bref, c'était un petit peu controversé. 3 rounds pour rassurer ou confirmer face à Chito. Mais clairement, je trouve l'Équadorien un petit peu moins dedans récemment. Un peu l'ombre de lui-même. Il faut que Marlon retrouve sa hargne, sa grinta, son envie. Avec 2 défaites back-to-back sur un combat de 3 rounds uniquement, Chito n'aura pas le choix d'accélérer dès le début. Surtout qu'on sait qu'Ayman est capable de revirer les résultats de bord dans les derniers rounds. Je sais pas trop quoi attendre de l'issue de ce combat, surtout après 14 mois de pause pour Chito Vera, c'est vraiment dur à prévoir. La logique me mettrait un petit peu du côté, j'attends pas tant que ça de lui, mais on sait très bien que son caractère pourrait revirer à n'importe quel moment. Son attitude pourrait clairement me prouver le contraire. Kevin Holland versus Mike Malott. Bon, je vais être franc, je suis complet tanné de Kevin Holland et ça fait plusieurs combats. Entre les allers-retours entre 2 différentes catégories, les performances en dents de scie, c'est impossible de savoir ce que le bonhomme nous réserve. Une présence fantomatique comme face à Daniel Rodriguez ou des finishes de zinzin. C'est peut-être un petit peu l'instabilité qui me rend nerveux. L'angoisse de faire face à un combat pourri. Alors je comprends que le gars ait le droit de combattre quand il veut, si les combats s'enchaînent, que les paychecks s'enchaînent et qu'il puisse se faire de l'argent et garantir son futur. Très content pour lui, je suis vraiment content pour lui. Ça n'empêche que ça me donne moins envie de le regarder. Alors c'est quel combattant qui va affronter Mike Malott? Le foufou créatif ou alors le welter drainé par une weight cut ben trop compliquée?
Côté Mike Malott, j'ai personnellement toujours le PTSD de UFC 297 et de cette défaite face à Neil Magny dans la dernière minute, alors qu'on allait vers un 30-27. C'est le genre de combat qui peut briser un homme. Alors le Canadien du Niagara Top Team s'est bien repris, mais pour son combat de retour, il faut avouer que l'homme n'était plus le même. Même en gagnant, hein. Beaucoup d'hésitations, pas beaucoup de volume. Son premier round à Montréal n'a pas été des plus faciles, mais son KO héroïque dans le deuxième a sûrement redonné de la confiance à l'homme. Devant son public à Montréal, avec tout l'amour des fans, Mike en avait besoin. Est-ce que c'est assez pour nous ramener le Mike Malott un peu fou dans le striking, vraiment entreprenant? J'espère. Si Kevin est venu pour se battre, on pourra avoir une bagarre de fou. RDR, régné de Ridder versus Brendan Allen. Quelle déception qu'est ce foutu match-up de remplacement. Après avoir gravi les échelons à la vitesse de la lumière, le chevalier hollandais se voyait donner une demi-finale de rêve face à Fluffy Hernandez. Une demi-finale rêvée mais aussi terrifiante pour les fans du hollandais face au phénomène qu'est Fluffy Hernandez. Anthony Hernandez qui est l'un des autres middleweights si proche d'un title shot. Malheureusement, Fluffy se blesse et Brendan Allen vient à la rescousse. Et c'est dur à avaler parce que Brendan Allen a lui déjà perdu ses demi-finales face à Nassour et face à Fluffy. Alors pour De Ridder, perdre serait une catastrophe et gagner ne le placerait vraiment même pas plus haut. Ça ne ferait qu'au mieux confirmer. Alors que le match-up face à Anthony Hernandez était clairement la demi-finale. L'autre demi-finale, c'était Nassour face à Borralho. Mais bref, revenons à ce combat. Brendan Allen sait clairement lutter, mais ce n'est pas le plus clinique au sol. Oui, il a enchaîné 4 victoires par rear naked choke, je le sais, il n'a rien volé. Mais il y a quand même une sacrée classe d'écart au sol contre De Ridder. Oui, l'Américain peut l'amener au sol, le coller à la grille, gérer des situations en positionnel. Mais je vois quand même De Ridder serein dans la défense au sol, voire même créatif. Le grappleur hollandais est excellent pour récupérer sa garde. Et que dire de ses genoux au corps qui ont eu raison de Robert Whittaker et de Bonical? Vont-ils aussi briser Brendan Allen? RDR peut-il gérer la lutte de l'Américain? Bizarrement, à 185, comparé à ses combats chez One, je trouve que De Ridder est bien mieux physiquement sur 5 rounds. Réponse à toutes nos interrogations ce samedi 18 octobre à Vancouver.